A free year on the internet? 24/7 tech support? Dream on. With a Gateway Essential PC, you know exactly what you're getting. Monitor, great software, award-winning tech support, and free internet access, all for $28 a month. No mystery there. Ça va mal, ça va même très mal à l'heure actuelle pour Intel et je suis très inquiet concernant l'avenir de la marque. Je trouve que c'est vraiment dommage pour un fabricant de puces qui est tout bonnement un pilier du monde de l'informatique. En plus de ça, j'ai l'impression que pas grand monde s'en inquiète tant que ça dans le milieu de l'informatique, en tout cas sur YouTube, sur la presse écrite ça en parle un petit peu plus. J'ai donc décidé d'en parler. Le sujet de cette vidéo, ça va être les grosses difficultés qu'Intel rencontre à l'heure actuelle et on en parle juste après la sponsor. Je vous présente le sponsor de cette vidéo, il s'agit de Godil24. Vous venez d'acquérir un magnifique PC, malheureusement il n'y a pas de système d'exploitation dessus. Eh bien Godil24 a la solution pour vous car il vous propose à prix réduit des clés pour Microsoft Windows officiel en version OEM. Avec le code ALD50, vous pourrez profiter de Windows 11 Pro à partir de 13 € ou encore Windows 10 Pro à partir de 8 €. Si c'est plutôt le pack Office qui vous intéresse, vous aurez aussi des réductions avec le code ALD62, ce qui vous permettra par exemple de profiter de Office 2019 Pro à partir de 22 €. Et si vous avez besoin à la fois de Windows et du pack Office, il existe des bundles avec le code ALD62 toujours à partir de 28 €. Pour profiter des réductions, c'est très simple, une fois que vous avez choisi ce que vous voulez acheter, allez dans le panier et rentrez le code dans l'espace prévu à cet effet. Vous passez ensuite au paiement, que ce soit par carte bleue ou encore les paiements sécurisés par PayPal. Une fois le paiement effectué, 5 à 8 minutes plus tard, vous recevrez votre clé CD directement dans votre boîte mail. Si vous ne recevez pas le mail, n'oubliez pas de vérifier dans les spams et dans l'éventualité où il y aurait réellement un problème, ne vous en faites pas car Godil24 possède un service après-vente 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et s'engage à vous rembourser en cas de problème. Intel est tout bonnement une des entreprises pionnières de la micro-informatique. Par exemple, le tout premier microprocesseur, j'insiste sur le micro, vient tout bonnement d'Intel et date de 1971. Donc forcément, voir une entreprise qui est tout bonnement un pionnier de l'informatique en grande difficulté, tellement en difficulté que d'après les rumeurs, elle risque d'être rachetée par un de ses concurrents. Ça m'inquiète énormément, en tout cas suffisamment pour que j'ai envie de faire une vidéo dédiée au sujet. Et pour vraiment comprendre la situation, eh bien ça demande beaucoup de contexte. Donc comme d'habitude, comme je le fais très souvent dans mes vidéos, on va remonter pas mal d'années en arrière pour comprendre pourquoi la team bleue est en train d'aller droit dans le mur. On remonte au tout début de la décennie 2010 parce que c'est un moment où tout bonnement pour Intel, tout roule, tout se passe bien. Mais ça se passe tellement bien que finalement, c'est pour moi à partir de là que Intel va commencer à faire ses premières erreurs. On est sur une période où Intel marche fort, vraiment très fort, là où du côté de son concurrent historique, AMD, ça va pas du tout. AMD enchaîne flop sur flop. Par exemple, début de décennie 2010, c'est l'arrivée des fameux processeurs Bulldozer, qui était censé être le renouveau d'AMD, nous proposant un retour sur le devant de la scène de la part des processeurs AMD. Et comment dire, ça a été un honteux échec de la part d'AMD. AMD a très largement communiqué là-dessus, alors que finalement c'était des processeurs que je considère très mauvais. Alors que du côté d'Intel, depuis la sortie des tout premiers processeurs Core i avec les i7 première génération qui sont sortis en 2008, donc ces i7, notamment pour le grand public, va imposer une formule que Intel va largement utiliser pendant des années et qui va faire le succès de ces processeurs. C'est les fameux quad-core qui sont puissants, hyper tradés et qui proposent une consommation et une chauffe maîtrisée, en tout cas par rapport à la concurrence. Donc en gros, tout va très bien pour Intel et tout va même trop bien pour Intel au point que je trouve que c'est à partir de là qu'Intel va commencer les premières erreurs. C'est-à-dire que Intel va vraiment se reposer sur ses lauriers pendant des années. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure des années, Intel va simplement proposer des améliorations plutôt minimes qui vont un petit peu améliorer les performances. On améliore un petit peu les micro-architectures par-ci par-là, on améliore la finesse de gravure, mais il n'y a pas de grosse révolution au fur et à mesure que les années passent. On reste sur des quad-core hyper tradés et ça va pas changer pendant très longtemps. Sur les gammes grand public, j'insiste. C'est la génération, vous savez, des processeurs qui vont se terminer par Bridge, Ivy Bridge, Sandy Bridge, etc. On va aussi avoir la génération Haswell, puis ensuite on va passer aux processeurs se terminer
terminant par Lake avec Kaby Lake, etc. Bref, vous les connaissez. Je répète, mais c'est des quad-core hyper threadés, ça fonctionne très bien pour le grand public. C'est des processeurs qui sont ultra performants en gaming, mais aussi qui sont plutôt pas mal pour de l'applicatif. Et pour ceux qui veulent plus de puissance pour de l'applicatif, il y a une deuxième gamme en parallèle de la part d'Intel. Ça sera les gammes sur les sockets, on va dire semi-pro, voire pro. Par exemple, le 1366, qui est un socket semi-pro avec les tout premiers i7, mais qui va pas mal perdurer dans le temps, qui sera ensuite remplacé par le socket 2011 et ensuite encore par le 2066. C'est les sockets où on retrouve par exemple les processeurs Xeon, mais pas que. Il y avait aussi des versions extrêmes ou vraiment très haut de gamme des processeurs Core i avec des i5, des i7 avec beaucoup plus de cœurs. En revanche, eh bien, c'était des gammes qui étaient extrêmement chères, les cartes mères coûtaient très cher, les processeurs aussi coûtaient extrêmement cher. Donc ça se réservait vraiment à un usage plus professionnel, surtout que l'augmentation du nombre de cœurs sur cette période-là n'avait vraiment aucun intérêt, par exemple, pour faire du jeu vidéo. Et ces processeurs-là, c'était les seuls processeurs qui permettaient de sortir un petit peu du carcan du quad-core. On avait des processeurs avec 6 cœurs, 10 cœurs, 12 cœurs, et donc ça permettait d'avoir vraiment de la puissance de calcul pour des usages pro. Bref, c'était des très bons processeurs mais vendus très cher. Donc toute cette période-là, qui est très fastueuse pour Intel, elle va s'étaler de 2008, on va dire, jusqu'à 2017. Pendant toutes ces années, AMD a vraiment bossé, même si dans les débuts, eh bien c'était très mauvais, je l'ai dit avec les processeurs AMD FX, mais AMD a vraiment bossé pour proposer des processeurs avec des micro-architectures qui vont beaucoup évoluer et surtout une augmentation du nombre de cœurs, notamment sur les gammes grand public. Par exemple, je vous parlais de Bulldozer, mais Bulldozer, dès le début, c'est des processeurs 8 cœurs, des vrais 8 cœurs, pas des 4 cœurs hyper threadés. Même si c'était pas vraiment utile à ce moment-là, ils ont amélioré tout ça jusqu'à arriver à la micro-architecture Zen, donnant les premiers processeurs Ryzen pour le grand public, les premiers processeurs Threadripper pour un usage un petit peu hybride, et les premiers processeurs EPYC vraiment pour les serveurs et ce genre de choses. Et au début, Zen va vraiment apporter des choses très intéressantes. Déjà, il y a beaucoup de cœurs. En plus de ça, ils sont hyper threadés. Donc on a beaucoup plus de threads avec les processeurs Zen qu'avec les processeurs d'Intel. Ils sont performants en applicatif. En plus de ça, ils sont compatibles avec la mémoire ECC. Ils sont un petit peu moins performants en jeux vidéo, mais s'en sortent quand même très bien. Une consommation qui est bien mieux maîtrisée qu'avec les précédentes générations FX. Et surtout un ratio performance-prix qui est super intéressant. Et je pense vraiment qu'Intel s'est tout bonnement fait surprendre par les premières générations de processeurs en micro-architecture Zen. Ça se voit parce que par exemple sur les gammes grand public à ce moment-là, on était sur les processeurs Intel 7000. Par exemple le i7 7700K et on était toujours sur le carcan d'un quad-core hyper threadé. Et dès la génération suivante pour le grand public, les Intel Core i8000, donc i7 8700K par exemple, eh bien on va avoir une augmentation du nombre de cœurs. Par exemple, le i7 8700K, il va posséder 6 cœurs hyper threadés sur le socket grand public à ce moment-là. Chose qui n'était jamais arrivée jusqu'à maintenant. Généralement, quand on avait des 6 cœurs, je répète, c'était sur le LGA 1366, le LGA 2011 ou le LGA 2066. Donc vraiment, les processeurs qui sont faits pour des gammes pro. Mais malgré les efforts d'Intel, eh bien, les processeurs Zen de génération suivante vont petit à petit grappiller des parts de marché, étant donné que les micro-architectures, une fois améliorées à chaque génération, sont de plus en plus performants, pas uniquement en applicatif, mais aussi au niveau du jeu vidéo, là où avant Intel régnait tout simplement en maître absolu. Et du coup on arrive maintenant à la période actuelle où tout bonnement ça devient très difficile pour Intel, que ce soit pour le grand public, mais aussi pour les solutions professionnelles. Que ce soit pour les Xeon par exemple, eh bien ça devient compliqué. Il y a beaucoup de processeurs EPYC qui sont vendus. De mon point de vue, depuis l'arrivée d'AMD Zen, Intel a fait beaucoup d'erreurs stratégiques. Des erreurs stratégiques qui vont largement détériorer l'image d'Intel auprès des consommateurs. L'image de marque d'Intel a tellement été détériorée que petit à petit, les gens vont migrer du côté d'AMD. Et je les comprends totalement, en vérité, moi-même j'ai passé chez AMD et je vais expliquer pourquoi. Pour commencer, à partir de 2018, du côté d'Intel, c'est tout bonnement la foire aux nouveaux sockets, aux nouvelles plateformes. 2018, c'est l'abandon du socket 1151 pour passer au socket LGA 1200. En 2021, Intel abandonne le LGA 1200
pour passer au LGA 1700. Et maintenant, en 2024, Intel abandonne le LGA 1700 pour passer au LGA 1851. Ça fait beaucoup là, non? Donc en gros, en l'espace de 6 ans, on a eu droit à 4 nouvelles plateformes de la part d'Intel. C'est énorme, obligeant forcément les fans de la marque, lorsqu'ils veulent upgrade leur processeur, de devoir aussi changer la carte mère avec. Et ça, c'est vraiment très pénible. Et c'est vraiment une erreur stratégique, surtout quand son concurrent, donc du côté d'AMD, le socket AM4 a duré de 2017 jusqu'à de nos jours. À l'heure actuelle, le socket AM4 est encore ultra populaire, et même si on est vraiment sur la toute fin de vie, eh bien, il reste quand même des nouveautés qui sortent sur ce socket. On l'a vu notamment avec les processeurs en X3D sur cette plateforme-là, qui sont sortis quasiment en parallèle avec la nouvelle plateforme AM5. Et rien que sur ce point-là, ça a permis à AMD de bénéficier d'un capital sympathie des consommateurs qui est juste énorme. C'est vraiment une stratégie qui a été payante parce que ça a tout bonnement donné confiance aux consommateurs concernant la longévité des plateformes AMD. Alors que du côté d'Intel, eh bien, ils réitèrent encore cette erreur-là avec des rumeurs qui parlent déjà du socket 1851 qui serait a priori abandonné au bout de 2 ans. Franchement, là-dessus, c'est une erreur, mais tellement bête de la part d'Intel que j'arrive pas à la comprendre. Dernièrement, il y a eu aussi des énormes ratés au niveau de la communication d'Intel. Déjà, avec l'arrivée de la DDR5, il y a eu des problèmes au niveau des contrôleurs mémoire, qui a largement été mis sous le tapis. C'est-à-dire que lorsque l'on utilise 4 barrettes de mémoire, pour être sur 4 ranks par exemple, et bien souvent les hautes fréquences n'arrivent pas à être gérées par les contrôleurs mémoire. Alors pour la défense d'Intel, en vérité c'est un problème qui se vérifiait aussi du côté d'AMD. Le problème c'est que d'un côté ou de l'autre ça a été mis sous le tapis. Il y a juste AMD qui a noté dans le listing des processeurs et dans les caractéristiques des processeurs certaines fréquences. Il est précisé qu'en fonction du nombre de barrettes de RAM, eh bien certaines fréquences sont pas forcément garanties par les processeurs AMD. Mais ça, à la limite, c'est vraiment un problème qui a été repéré par les connaisseurs, et pour l'immensité, pour la masse, on va dire, eh bien, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment fait de bruit. Les gros problèmes de communication que l'on a eu dernièrement, c'est au sujet des problèmes de stabilité sur les processeurs Intel de 13e et 14e génération. Intel a de nouveau essayé de mettre ça sous le tapis en pointant du doigt une responsabilité de la part des fabricants de cartes mères. En gros, Intel leur reprochait que les réglages automatiques faits dans le BIOS poussaient trop les processeurs par rapport aux recommandations qu'Intel donnait. Les fabricants de cartes mères, ils ont répliqué en disant qu'ils se basaient tout simplement sur les spécifications qui étaient fournies par Intel. Malgré tout, ils ont joué le jeu en proposant des nouveaux BIOS avec les nouvelles consignes venant de la part d'Intel. Et est-ce que ça a réglé le problème? Eh bien, spoiler, absolument pas. Et ça fait baisser un petit peu en performance les processeurs d'Intel. Donc ce feuilleton d'Intel qui critique les fabricants de cartes mères et les fabricants de cartes mères qui disent attendez, on fait ce que vous nous dites, ça a duré pas mal de temps, ça a duré tout l'été, et en attendant, eh bien le problème il est resté. Et ça forcément ça a été largement relayé par la presse hardware, et forcément les consommateurs, eh bien ils ont vu cette petite guéguerre entre Intel et les fabricants de cartes mères, mais surtout ce qu'ils ont retenu c'est oh putain, à l'heure actuelle il y a des problèmes avec les processeurs Intel. Et toute cette histoire, elle s'est finie par un mea culpa de la part d'Intel parce que le problème venait finalement du microcode des processeurs Intel. Bref, vraiment, Intel a totalement merdé sur ce point-là, et pendant ce temps-là, eh bien, du côté d'AMD, il n'y avait strictement aucun problème. Et ça, les consommateurs, ils l'ont bien compris. C'est visible notamment avec le 7800 X3D qui n'a fait que grimper en prix depuis le début de cette période-là. Là où ce processeur était vendu à moins de 400 € il y a quelques mois, il a actuellement dépassé les 500 € chez l'immense majorité des revendeurs. Tellement les gens finalement, ils se sont dit, je vais plus prendre de Intel. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chez AMD à l'heure actuelle ? Ah, le 7800 X3D, il a l'air vraiment pas mal, eh bien je prends celui-là. Bref, les consommateurs s'arrachent les processeurs AMD à l'heure actuelle, alors que du côté d'Intel, eh bien c'est pas terrible. Et je pense clairement qu'en grande partie, c'est à cause de ces problèmes de stabilité et la communication qui a été catastrophique de la part d'Intel. En se renvoyant la balle avec les fabricants de cartes mères, eh bien ils n'ont tout simplement fait que mettre en lumière ce problème. Parce que du coup, tout le monde en parlait, alors qu'en pratique, c'est un problème qui n'est pas forcément présent sur toutes les configurations. Mais bref, la mauvaise presse est faite, la communication a été catastrophique.
On arrive à la période actuelle, vraiment très récente, avec l'arrivée des premiers processeurs Core Ultra pour les PC de bureau. En général, l'arrivée de nouvelles générations, ça permet de mettre la marque en lumière et ça permet de faire un petit peu de hype au niveau de la nouvelle génération de composants et donc booster un petit peu les ventes. Or, avec l'arrivée de ces nouveaux processeurs Intel Core Ultra, eh bien on peut dire que c'est pas vraiment ça. Je ne vois pas qui est le public cible de ces processeurs. En dehors vraiment des fans absolus de la team bleue, je vois pas qui l'achèterait et encore, je pense vraiment que le noyau dur des acheteurs de processeurs Intel est vraiment en train de s'effriter. Vraiment, ces processeurs, ils sont pas fous et même, je dirais, pas intéressants du tout. Pour faire simple, ces nouveaux processeurs, au niveau des performances, que ce soit en jeux vidéo ou en applicatif, ils font vraiment à peine mieux en moyenne que la génération précédente. Pour pouvoir en profiter, en plus de ça, il faut totalement upgrade son PC, c'est-à-dire qu'il faut encore changer la carte mère, sans déconner. Et les prix des processeurs sont ultra élevés par rapport à ce qu'ils proposent, mais en plus de ça, les cartes mères que je rappelle qu'on est obligé d'acheter parce qu'on est sur un nouveau socket, eh bien, sont là aussi avec des prix extrêmement élevés. En gros, on pourrait résumer que ces nouveaux processeurs Ultra, le Ultra, c'est tout simplement pour le prix. C'est ultra cher. Pour vous dire, si vous voulez faire un combo processeur Ultra 7 avec la carte mère, ça va vous demander autour de 800 € pour faire l'upgrade. C'est énorme. Pour vous dire, le processeur Ultra 7 265 sur Amazon, on le trouve au même prix que le Ryzen 9 9900X. Le 9900X qui est un concurrent, mais de la gamme au-dessus, je précise. Bref, pour moi, Intel va vraiment dans le mur avec ses processeurs Intel Core Ultra. Clairement, ils ont rien pour eux. Pour moi, ces processeurs, ils sont invendables. À moins qu'il y ait vraiment une baisse de prix sur les cartes mères et les processeurs, je vois mal quelqu'un qui a besoin de se faire une nouvelle plateforme ou tout simplement d'upgrade, se diriger sur ces processeurs-là. C'est trop cher et pas assez performant. Alors certes, on pourrait dire qu'il y a l'avancée avec l'IA, avec le NPU intégré dans le processeur. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais je vous rappelle qu'on est sur une gamme qui est quand même plutôt grand public. Quelles applications on a à l'heure actuelle pour les NPU Intel? Je pense que vraiment, à part des applications, mais de niche, vraiment de niche, ça doit être très rare les programmes qui l'exploitent à l'heure actuelle. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Il y en a qui, je sais, vont me dire oui, mais ils consomment moins que les processeurs 14e gen. Alors oui, je suis d'accord, mais on est très loin des améliorations au niveau de la consommation que, par exemple, a fait AMD en passant au Ryzen 9000. Parce que ces processeurs Ultra, ils consomment plus que la concurrence, tout simplement. En plus de ça, améliorer la consommation par rapport au 14e gen, honnêtement, c'est pas compliqué à faire, tellement c'était un gouffre énergétique ces processeurs-là. Ça consommait énormément et ça chauffait énormément. On arrive vraiment finalement à ce que je disais au début. Pour moi, ces processeurs s'adressent tout simplement à personne. Ils vont pas être vendables. Quelqu'un qui est déjà chez Intel et qui veut upgrade, il va voir le prix que ça va lui coûter de changer à la fois sa carte mère et son processeur. Il va se poser la question, je pense. Il va regarder du côté d'AMD, il va voir que pour le même prix, il peut carrément avoir un Ryzen 9 avec une plateforme AM5 qui va probablement avoir une longévité plus élevée que le socket 1851. Du coup, pourquoi il ferait une upgrade sur ces processeurs Ultra? Surtout que la gamme AMD, elle est quand même super intéressante. Pour le gaming, il y a les X3D qui sont ultra performants. Pour de l'applicatif, il y a les Ryzen 9 qui sont ultra performants. Et si vous voulez faire une utilisation hybride, vous avez les Ryzen 9 X3D qui sont très bons dans quasiment toutes les utilisations. Et j'insiste, c'est une upgrade qui coûte aussi cher, voire moins cher que l'upgrade vers les Ultra. Donc vraiment, ces processeurs, pour moi, ils intéresseront personne. À part vraiment si quelqu'un a un besoin spécifique pour exploiter le NPU dans le processeur. Mais honnêtement, à part ce cas qui va être, à mon avis, ultra particulier, ça n'intéresse personne. A priori, ça va être exploité avec la nouvelle version de Windows, c'est vrai, mais pour l'instant, cette nouvelle version de Windows, elle n'est pas là. Et quand bien même elle serait là, on sait le temps que ça prend pour que tout le monde migre vers les nouvelles versions de Windows. Donc à mon avis, on n'est vraiment pas prêt à exploiter pleinement cette fonctionnalité. Donc vraiment, cette première génération de Core Ultra, c'est tout bonnement un coup d'épée dans l'eau de la part d'Intel.
Autre point d'inquiétude, c'est tout simplement les cartes graphiques Intel, parce que oui, vous l'aurez sûrement pas oublié, mais Intel s'est lancé dans les cartes graphiques récemment. Et concernant les cartes graphiques d'Intel, ça ressemble vraiment à un échec magistral. Plutôt que faire un long discours, je vous montre directement, on est sur le classement Steam, et regardez comme il faut descendre, il faut vraiment beaucoup descendre. Les cartes graphiques Intel Arc, elles sont donc là, et regardez, elles viennent à peine de faire leur entrée dans le classement, avec seulement 0,24% des cartes Intel Arc utilisées avec Steam. Et 0,24% alors que ça regroupe l'entièreté des modèles de cartes graphiques Intel Arc. Donc la 770, la 750, mais aussi les 500 et la 380. Et vraiment, ces cartes graphiques Intel, ça fait longtemps qu'on en entend parler, parce qu'elles ont été en développement pendant de nombreuses années. Et clairement, à mon avis, ça a coûté un pognon de dingue pour Intel. Et vraiment, pour moi, ces cartes graphiques, c'est une succession de ratés de la part d'Intel. Vraiment, ils se sont loupés. Rappelez-vous, pendant la pénurie, ces cartes graphiques étaient vraiment attendues comme le messie. Les gens étaient vraiment prêts à les acheter, il fallait qu'Intel les sorte à ce moment-là. Et c'était d'ailleurs ce qui était prévu à la base. Mais Intel a enchaîné retard sur retard sur retard, si bien que ces cartes graphiques qui devaient être des concurrentes à la génération des RTX 3000 et des RX 6000 est sortie à la toute fin de cette génération-là. En réalité, elles sont sorties à peu près en même temps que la nouvelle génération avec les RTX 4000 et les RX 7000. Il y avait eu la Arc A380 qui était sortie un petit peu avant, quelques mois avant, mais c'était vraiment une carte ultra bas de gamme. Bref, tout simplement, ils ont loupé le coche pour la sortie de ces cartes graphiques et c'est vraiment une grosse erreur. Rappelez-vous, au début, il y avait pas mal de problèmes concernant ces cartes. Il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient qu'elles avaient été mal assemblées. Il y avait des vidéos qui montraient qu'il manquait parfois des pads thermiques pour refroidir les puces mémoire. Donc il y avait vraiment des gros problèmes de qualité avec ces cartes graphiques au début. Et ça, clairement, ça n'a pas du tout rassuré les consommateurs. Les performances étaient vraiment modestes. Ces cartes, elles étaient à peine capables de concurrencer les cartes milieu de gamme des RTX 3000 et des RX 6000. Alors que cette génération-là était en fin de vie, je le rappelle. Des gros problèmes de pilote, des performances sur les vieilles versions de DirectX qui étaient très mauvaises et qui sont toujours vraiment pas terribles, une consommation qui n'est pas vraiment maîtrisée, elle est élevée, ce qui entraîne aussi une chauffe élevée, et un prix qui est resté tout du long trop élevé par rapport à ce qu'il propose. Pour vous dire, à l'heure actuelle, la Intel Arc A770, elle est vendue à plus de 300 €. Les RX 7600 ou encore du côté d'NVIDIA, les 4060 sont vendus à peu près au même prix, voire même moins cher, pour de meilleures performances. Et je sais que certains vont vouloir excuser Intel en me disant « oui, mais c'est leur première génération de cartes graphiques, etc. » Alors d'abord, oui et non, parce que des chipsets graphiques et donc des pilotes pour des solutions graphiques, ils en font depuis très longtemps, c'est clairement pas nouveau. Et admettons, même si vraiment on devait les excuser pour ça, ça n'empêche pas que la concurrence elle est là et qu'elle propose des meilleurs produits pour moins cher. Clairement, la concurrence, elle fera pas de cadeaux et les consommateurs non plus. Alors quand je vois que pour la future génération de cartes Intel, la génération Battlemage, eh bien c'est finalement exactement le même schéma qui se dessine, c'est-à-dire des cartes qui visiblement sont largement en retard et on n'a plus du tout de communication de la part d'Intel là-dessus, des performances qui, on le sait déjà, devraient s'avérer plutôt modestes par rapport à ce que proposent les autres fabricants. Vraiment, ça n'annonce rien de bon pour cette deuxième génération, surtout qu'on a une période où je pense qu'Intel peut pas vraiment se permettre d'avoir encore des gros échecs. Donc pour conclure, eh bien, je suis vraiment extrêmement inquiet pour le futur d'Intel. Vraiment, c'est ultra inquiétant. Tous les voyants sont au rouge et vraiment, ça n'augure rien de bon. Je résume rapidement un peu tout ce que j'ai dit dans la vidéo parce qu'elle va être très longue, je pense, donc c'est pour faire un petit rappel. Leurs produits grand public, que ce soit les processeurs ou les cartes graphiques, se vendent pas très bien. Il y a eu des gros problèmes de communication sur les Intel 13e et 14e gènes, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Des erreurs de stratégie avec les changements incessants de sockets, plus des nouvelles générations aussi qui n'arrêtent pas de sortir. Vraiment au niveau des sorties du côté d'Intel, j'ai l'impression que c'est frénétique ces dernières années. La nouvelle gamme de processeurs Intel, les fameux Intel Core Ultra, s'annonce pour moi comme étant un futur échec, clairement. Donc il ne faudra pas qu'Intel compte là-dessus pour les relever un petit peu de l'ornière dans laquelle ils se trouvent.
Alors que du côté de la concurrence, eh bien AMD ne fait que sortir des bangers. C'est vraiment banger sur banger. Les Ryzen 9000, je les trouve super intéressants. Les versions X3D sont tout simplement un carton, ils sont ultra populaires. Donc vraiment, c'est pas fou du tout pour Intel. En plus de ça, Intel se paye le luxe de proposer des prix très élevés pour leur nouvelle gamme de processeurs. Donc, des produits processeurs cartes graphiques moins bien que la concurrence, des processeurs vendus plus chers que la concurrence. Clairement, ça sent pas bon pour Intel. Et c'est tellement pas bon que cet été, Intel a licencié 15 000 personnes de l'entreprise. D'après les infos que j'ai trouvées sur Internet, Intel a 120 000 employés. Si on enlève 15 000 employés à l'entreprise, ça veut dire qu'ils ont viré environ 12% de leurs salariés. C'est juste énorme. À l'heure actuelle, ils ne fabriquent plus eux-mêmes leurs processeurs. Les Intel Core Ultra sont fabriqués par TSMC, alors que je vous rappelle qu'à la base, Intel possède sa propre fonderie. Et ça, je trouve que c'est pas vraiment un bon signe non plus. Bref, tout ça mis bout à bout, je trouve que c'est des très mauvais signes pour Intel. Et d'ailleurs, ça se vérifie au niveau du cours de l'action Intel, qui ces derniers temps a pas mal baissé, même si avec la sortie des nouveaux processeurs, eh bien, il y a eu un petit pic de remontée. Mais à mon avis, quand ils vont voir que ces processeurs vont être boudés par tout le monde, ça va vraiment pas durer. Ça va tellement mal qu'a priori, il y a des rumeurs concernant un éventuel rachat d'Intel de la part d'Apollo pour un rachat en partie, mais aussi de Qualcomm qui, a priori, serait un rachat bien plus conséquent. En gros, pour résumer, ça sent le sapin et il y a déjà les vautours qui volent en cercle autour de ce qui reste d'Intel. Et vraiment, je suis triste de voir une telle descente aux enfers pour une marque qui est tout simplement un des piliers de l'informatique. Et clairement, même si j'étais très critique sur les choix qui ont été faits de la part d'Intel, je suis extrêmement triste de voir une telle descente aux enfers pour une marque qui est tout bonnement un des piliers de l'informatique et une marque dont les processeurs m'ont accompagné sur nombre des PC que j'ai possédés. J'espère vraiment que ça va s'améliorer pour Intel et qu'ils vont réussir à sortir de l'ornière dans laquelle ils se sont fourrés. Parce que là, vraiment, ça donne l'image de potentiellement un avenir qui se ferait sans la marque Intel. Imaginez vraiment le monde de l'informatique sans Intel, vraiment pour moi c'est pas du tout concevable et pourtant c'est peut-être quelque chose qui se profile et c'est ultra inquiétant. Après on va être honnête, je pense pas que le nom d'Intel va réellement disparaître, mais si par exemple il y a un rachat par Qualcomm comme certains le laissent penser, je pense clairement que la marque Intel telle qu'on la connaît va totalement changer. Qui dit rachat dit tout simplement changement d'orientation concernant la marque. Je vous rappelle que Qualcomm, c'est vraiment un spécialiste des processeurs ARM. Et si vraiment Qualcomm rachète Intel, c'est clairement pour mettre les pieds dans le plat des processeurs x86. Donc ça annoncerait vraiment beaucoup de changements et des changements qui iraient pas forcément dans le bon sens. Maintenant, je sais qu'il va y en avoir, les fanboys absolus d'AMD par exemple, je vous déconseille vraiment de vous réjouir de ce qui se passe à l'heure actuelle pour Intel. Parce que ce n'est clairement pas une bonne chose. Avoir vraiment de la concurrence, c'est extrêmement sain, déjà ne serait-ce que pour le marché, pour les évolutions technologiques que l'on va avoir, mais aussi pour les prix pour nous en tant que consommateurs. Et clairement, AMD, même si depuis quelques années ils ont un vrai capital sympathie parce qu'ils ont tendance à tirer les prix vers le bas, ne vous l'aurez pas, ça reste une entreprise qui est là pour faire de l'argent. Et s'ils n'ont plus vraiment de concurrence, eh bien ils vont faire comme tout le monde et ils vont faire grimper les prix en flèche. Et ça s'observe déjà, comme je le disais, le 7800 X3D, il est passé à plus de 500 €. Je vous rappelle, il y a quelques mois, on pouvait l'avoir dans les 300 €, en dessous de 400 € en tout cas. AMD n'est pas là pour faire des cadeaux à la population, hein. Clairement, ils sont là pour faire de l'argent. Bref, pour le mot de la fin, ça va vraiment pas fort pour Intel à l'heure actuelle, et je pense qu'à l'avenir, vu ce qu'ils nous proposent sur les nouvelles générations, ça va clairement pas s'améliorer. Et je trouve que le sujet n'est pas énormément traité dans le monde du hardware à l'heure actuelle. Ça me donne vraiment l'impression de voir comme s'il y avait quelqu'un qui était à l'agonie dans un coin comme ça où ça va vraiment pas et les gens préfèrent le pousser comme ça, vas-y reste là-bas, nous embête pas trop, et finalement Intel est vraiment dans la mouise à l'heure actuelle, un petit peu dans l'indifférence, et je trouve ça vraiment dommage. C'est pour ça que j'ai absolument voulu en parler. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça va s'améliorer pour Intel, mais bon, je sais que ça va pas être dans l'immédiat. Quoi qu'il en soit, eh bien, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, vous trouverez les soutiens de la chaîne que sont le nouveau site PC Boost ou encore le forum overclockingpc.eu. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, ils font un super travail. Et bien entendu, vous trouverez aussi tous les liens pour le sponsor de la chaîne. Si ce qu'ils proposent vous intéresse, n'hésitez pas à y faire
fait un tour là aussi. Bref, on arrive à la fin, donc prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.